On va dire une présentation pour vous initier un peu à ce que c'est le SOC. Donc on va commencer par qui sommes-nous. C'est une petite blague, hein, en vrai, c'est juste pour dire on descend du singe, mais voilà. Du coup, moi je suis Mathieu Sanchez, j'ai créé la société Sanquac. On sera aussi également sur les CTF, mais en gros on est une société spécialisée en cyber. On a 3 offres de service. Donc la première offre de service c'est du phishing. Donc en gros le phishing, on sait que 75 à 80% des attaques informatiques commencent par ce vecteur-là. Donc l'envoi de mails malveillants. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se met d'accord forcément avec un contact client. On sonde tout ou partie de l'entreprise. Donc on envoie les mails malveillants avec différents niveaux de difficulté. On laisse tourner la campagne, on va dire, entre 2 et 4 semaines. Derrière, on remet un rapport avec différents indicateurs. Ça va déclencher 2 actions. Une première action, formation, sensibilisation aux bonnes pratiques avant d'ouvrir un mail. Et la deuxième action, c'est ce qu'on appelle un bouton anti-phishing. Donc en gros, on vient mettre un bouton dans les clients de messagerie. Pour le jour où il y a un doute, en fait, il n'y a plus de doute. Vous cliquez sur le bouton anti-phishing, ça nous envoie le mail dans un format particulier. Et nous, selon des SLA, on va répondre si le mail est malveillant ou pas. Ensuite, on a de la réponse à incident, donc on peut le voir couplé à du SOC, mais aussi chez Sanquac, on le vend de manière unitaire. Donc en gros, c'est quoi? C'est une entreprise, elle s'est déjà fait attaquer, ou elle est en cours d'attaque. Et donc du coup, nous, on vient, si elle est en cours d'attaque, isoler l'attaque. On vient identifier le vecteur de l'attaque. Donc est-ce que c'est la porte d'entrée qui a cédé, ou est-ce que c'est une fenêtre qui est restée ouverte? On vient identifier le patient zéro, donc quel ordinateur a cédé en premier et pourquoi. Et du coup, après, on tombe, on va dire, dans les cas de figure où on va demander est-ce qu'il y a des backups, pas de backup. On va faire un petit peu de reverse s'il y a besoin de faire du reverse. Donc, pour les non-initiés, le reverse, c'est en gros, on analyse le code du malware ou du ransomware et on essaye, si c'est du ransomware, de faire l'effet inverse, donc de déchiffrer la partie chiffrante. C'est un peu en mode pompier, c'est pour ça que j'ai mis ce petit icône. Et ensuite, on vend du SOC. Donc en gros, c'est le sujet de la présentation. Le SOC, il faut voir ça comme en fait les caméras de surveillance, soit que vous avez chez vous, ou soit que vous avez dans le centres commerciaux préférés. Ça va servir en gros à lutter contre tout ce qui est effraction, agression, incivilité, etc. On va essayer de transposer ça exactement pareil sur l'informatique. Dès l'instant où vous avez un téléphone, un ordinateur, une imprimante ou n'importe quoi, qui est relié à Internet, en fait, ça va laisser des traces. Dès l'instant où vous allumez votre ordinateur ou votre téléphone, ça va laisser des traces. Toutes ces traces-là, nous, on va venir les récupérer, les corréler entre elles. Et en fait, on va faire des analyses derrière un peu plus poussées. Donc, tac. Les objectifs du SOC, ça sert à quoi? Pourquoi on parle de plus en plus de SOC et pourquoi ça revient souvent en sujet à la mode? C'est parce que en gros, on va, en fait, vous allez avoir dans les entreprises différents types de technologies, donc les firewalls, les EDR, etc. Tout ça, ça va faire déjà de la détection, mais de manière unitaire. Donc en gros, le firewall, il va avoir sa console, il va lever les alertes, et donc du coup, derrière, il va y avoir juste des incidents sur le firewall. L'EDR, ça va être pareil. Le but d'un SOC, c'est vraiment de centraliser tout au même endroit. Et en fait, c'est un peu un centre névralgique de sécurité. Et donc du coup, le but, c'est d'améliorer la détection, identifier, analyser tous les comportements et analyser correctement les incidents de sécurité, traiter ces incidents le plus tôt possible. Donc justement, vu qu'on vient on va dire, en point névralgique, on va pouvoir identifier au plus tôt l'incident pour avoir une meilleure réaction. Et un des gros sujets quand on monte un SOC, c'est les faux positifs. Donc en gros, on va créer des alertes. Ces alertes-là, on va mettre dans certaines alertes des seuils. Et en fait, ces seuils, il faut que ça sonne le moins souvent ou au moins, quand ça sonne, que ce soit avéré, que ce soit intéressant à creuser, que ce soit pas un utilisateur qui s'est trompé 6 fois de mot de passe et que c'était à chaque fois lui qui a des doigts carrés, quoi. Euh, Quelles équipes on peut retrouver dans un SOC? Donc on va avoir la Tool Team. La Tool Team, en gros, concrètement, c'est des admins système et réseau et sécurité. Donc en gros, c'est eux qui vont monter les outils du SOC, donc le SIEM et tout ce qu'on va retrouver dans un SOC. Et derrière, ils vont en gros faire tout ce qui est MCO, MCS, donc le maintien en conditions opérationnelles et de sécurité. Le but pour eux, c'est que tous les outils du SIEM, ils tournent le plus possible, qu'il y ait le moins de pertes d'interface web, le moins de soucis, on va dire, pour les équipes qui sont derrière.
Donc la Blue Team, c'est, on va dire, l'équipe qui va servir plus de défense. Donc ça va être les analystes, ça va être eux qui vont créer des alertes, faire des rapports, gérer la gestion des incidents et derrière investiguer. La Purple Team, c'est ceux en gros qui vont... pourquoi Purple? Parce qu'ils vont en gros faire un mix un peu entre les activités Blue Team et Red Team. En fait, ils vont faire tout ce qui est scan de vuln, faire tout ce qui est suivi du patch management, surtout dans les grands groupes. Et du coup, ils vont, par rapport au scan de vuln, par exemple, on scanne un grand groupe, on va dire, voilà, on voit la faille Log4j, par exemple, on va avoir certaines contraintes projet. Les projets vont nous dire, oui, on peut mettre à jour ces équipements, mais pas forcément immédiatement. On va planifier ça, etc. Et donc, du coup, le rôle de la Purple Team, c'est de remonter toutes ces alertes à la Blue Team pour dire, voilà, nous, on a fait notre scan de vuln, on a vu qu'il y avait ces vulnérabilités-là, ça ne peut pas être patché directement, donc il faut mettre une alerte dessus pour pouvoir, en cas de souci, remonter des alertes, on va dire, au niveau du SIEM. La Red Team, c'est souvent ce qui intéresse le plus les étudiants quand ils sortent d'école. C'est, on va dire, la partie plus informatique offensive. Donc c'est eux qui vont faire tout ce qui est pen test, tout ce qui est campagne de phishing, etc. Et donc du coup, ils vont soit mettre le doigt là où ça fait un petit peu mal, soit ils vont en gros remonter les trous dans la raquette. Donc par exemple chez Sanquac, on utilise aussi la Red Team pour éprouver notre SOC. C'est-à-dire qu'on va mettre le SOC en place, on met les alertes en place, et ensuite on demande aux personnes de la Red Team d'attaquer pour dire, voilà, là on détecte 80% 80% ou 100%, et du coup, nous, ça nous permet en Blue Team de, on va dire, réajuster un peu le tir. Tac. Comment fonctionne un SOC? En gros, il faut voir ça, il y a différentes sources de logs, donc ce que je citais tout à l'heure, hein, tous les équipements qu'on peut trouver dans une entreprise, le firewall, les PC, que ce soit Windows, Linux, les serveurs, les proxys, tout ce qu'on peut récupérer. On va venir collecter ces logs-là dans un SIEM. Donc le SIEM, c'est, on va dire, vraiment l'outil principal du SOC. C'est un outil qui va servir à collecter les logs, à les centraliser, à faire tout ce qui est, on va dire, parsing. Donc le parsing, c'est quoi? C'est, on va avoir des logs bruts qui vont arriver. Et en fait, ça va être découper les informations pour mettre toutes les mêmes informations dans des boîtes précises. Donc par exemple, sur un log firewall, on va avoir source IP, source port, dest IP, dest port. Du coup, on va couper ces informations. Toutes les sources IP, on va les mettre dans une boîte source IP. Tous les sources port, on va les mettre dans une boîte source port. Et en fait, nous, ça va nous permettre, une fois que le parsing il est bien fait, de pouvoir requêter toutes les adresses IP sources, que ce soit des firewalls, des postes de travail, des serveurs, etc., en disant juste source IP égale l'IP qu'on cherche. Et du coup, au moins, on cherche sur toutes les technos. On ne va pas s'amuser à aller voir, par exemple, les logs du firewall, dire là, ça s'est parsé comme ça, les logs de l'EDR, et dire ça s'est parsé comme ça. Et en fait, tout ce travail-là, c'est un gros travail en tant que SOC analyste. Et du coup, derrière, ça va permettre de pouvoir faire les requêtes. Parce que sur les requêtes et sur les alertes qu'on va faire, on va dire, par exemple, le cas le plus facile, c'est du brute force. On va dire, on cherche tel event ID, et l'event ID qui permet de faire du fail logging plus un success, parce que c'est ce qui va nous intéresser. Si la personne a fait que du fail logging, c'est intéressant de le savoir, mais ce qui va plus nous intéresser, c'est le fail logging plus le success derrière. Et du coup, on va créer différents scénarios. On va mettre avec des seuils en disant, voilà, s'il se trompe 6 fois de mot de passe et qu'ensuite il réussit une fois, tu crées un incident. Et du coup, derrière, la Blue Team elle va analyser les incidents, elle va créer des rapports, parce que souvent, on va dire, un point de vue managérial, ils ne sont pas techniques, ils veulent juste savoir en gros qu'est-ce qui a sonné, faire comme un top 10 de ce qui a sonné, pourquoi ça a sonné, et voir en gros les plans de remédiation qu'on a mis en place côté SOC. Tac. Il y a beaucoup de gens qui confondent, qui sont pas forcément dans la technique et qui confondent un peu tout. Donc le SIEM, c'est réellement l'outil qui va être, on va dire, le point central dans un SOC. Mais après, on voit de plus en plus apparaître tout ce qui est EDR, NDR, etc. Et donc du coup, les EDR, c'est vraiment des équipements qui vont juste servir pour faire rentrer des sources liées au endpoint, et les NDR, par exemple, à tout ce qui est source réseau. Donc c'est déjà bien, on va dire, sur des petites structures, etc.
Mais en fait, nous, on vient s'appuyer sur ces équipements pour récupérer ça dans le SIEM. Et en fait, ça nous fait de la matière en plus. Mais c'est vraiment très, très indépendant, quoi. Tac. Ensuite, il y a à la base, on va dire, les SOC, c'était fait que de SIEM avec, on va dire, de l'intelligence humaine. Donc c'était un peu du jus de cerveau et c'était, on venait créer les alertes en fonction un peu de notre vécu, etc. Là, on a dans les SOC ce qu'ils appellent les SOC next-gen, hein, parce que c'est des termes marketing où on voit V2, V3, V4, etc. Et donc du coup, il y a différents, on va dire, composants qui rentrent en plus. Donc il y a la partie machine learning. Donc en gros, concrètement, ça vient aider à, on va dire, soit catégoriser un incident, soit pouvoir faire apprendre au SIEM à gérer les faux positifs de manière quasi automatique. Mais après, enfin, on est bien d'accord, il n'y a rien de magique. Le machine learning, c'est quelque chose qui va prendre énormément de temps, surtout au début. Et c'est que, on va dire, à partir d'un certain temps qu'on vient voir les effets positifs du machine learning. Après, il y a la partie CTI, donc je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais en gros, c'est la threat intel, c'est en gros du renseignement sur la menace. Donc, on vient se renseigner sur les groupes d'attaquants qui sont connus et moins connus, quels outils ils utilisent, quel domaine d'activité ils visent, est-ce que c'est du bancaire, est-ce que c'est du pétrolier, de la chimie ou autre. Et en fait, on vient voir un petit peu les tendances qu'il y a actuellement sur toute la partie dark web et deep web, et on vient un peu adapter aussi nos règles en ajoutant des nouvelles règles avec ces sources-là, parce que dans ces sources, on va retrouver aussi les IOC, les IOA, etc. Donc indices de compromission et les indicateurs d'attaque. Il y a différents frameworks, donc en gros, il y a le MITRE ATT&CK et le MITRE DEFEND qui sont les frameworks les plus connus. En gros, quand on fait des alertes sur les SOC un peu plus matures, on va faire en gros interagir nos alertes, on va les faire correspondre à des techniques et des tactiques MITRE ATT&CK. Donc en gros, c'est juste pour, à la fin du travail, à la fin de l'exercice, dire sur MITRE ATT&CK, on couvre 80% ou 90% de la chaîne Mitre, et en fait ça permet de se situer un petit peu si on a oublié certaines phases d'attaque, de la reconnaissance ou on va dire de l'exploit ou autre. Donc le NIST, c'est, on va dire, c'est un peu pareil, c'est en gros des règles cyber, et la cyber kill chain, en gros, c'est les différentes étapes d'une attaque. Donc en gros, en fait, le mix de tout ça, ça nous fait un espèce de beau dashboard que souvent les dirigeants ils aiment bien voir pour voir en gros ce qui est couvert et moins couvert et ce sur quoi on doit travailler. J'ai mis cette petite slide, c'est juste parce que du coup on cherche du monde aussi chez Sanquac. Et du coup, souvent, ce qu'on me demande, c'est du full remote. Donc, moi, je suis un adepte du full remote. Par contre, chez certains clients, on ne peut pas faire du full remote parce que, justement, il y a de la réglementation en place. Donc, notamment sur du P10 ou sur, on va dire, certains SOC qui traitent des données confidentielles, classifiées. On ne peut pas sortir ces données de site. Et donc, du coup, c'est pour ça que des fois, on est obligé de s'adapter un petit peu aux clients parce que ils ont certaines contraintes réglementaires qu'on est obligé de respecter pour exploiter le SOC. Nous contacter, nous rejoindre si vous avez des questions qui vous viennent dans la nuit ou dans la nuit on sera là au CTF, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Mais si vous avez des questions ou autres, ou vous voulez prendre contact avec nous, n'hésitez pas. Je remercie forcément Akinov et Exinov Campus. Et du coup, après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis tout ouvert. Je sais pas combien de temps j'ai duré. 15 minutes. Parfait. Pas de questions, j'ai été clair. Yes. Tu as parlé des SIEM, t'en conseilles un en particulier ou pas? Ça dépend de ton type de client en fait.
En fait, on va dire les SIEM les plus connus, ça va être du Splunk, du QRadar, du RSA. RSA, je ne le conseille pas, mais Splunk et QRadar, on va dire, c'est équivalent. Par contre, c'est très cher si tu es une PME ou une PMI. Et nous, en fait, sur les PME et les PMI, on recommande du Sequoia ou du Elysium. Donc Elysium, c'est le moins connu. En gros, c'est là, en partenaire de Akinov, il y a RootMe Pro. Et en fait, RootMe Pro, ils ont une société derrière qui s'appelle Elysium. Et du coup, c'est Elysium Security. Ils ont créé un SIEM qui s'appelle Nemesis. Et du coup, qui fait très bien le travail. Et on est partenaire avec eux. Et du coup, on va dire sur les PME, PMI, on a soit du Nemesis, soit du Sequoia. Et sur les grands comptes, on s'adapte, hein. On sait faire du Splunk et du QRadar, du RSA aussi. Mais RSA, enfin, c'est mourant un peu. Donc voilà. Et Elasticsearch, la suite. Ouais, ELK, c'est bien, mais on va dire, enfin, c'est bien si parce que en gros c'est accessible et que tu as une grosse communauté derrière. Mais par contre, pour faire vraiment du détail, par exemple le parsing, tu vas galérer à le faire. Par exemple, tu prends des logs normaux, par exemple les logs système d'un Linux ou d'un Windows, là ça va être vachement simple parce que c'est déjà tout normalisé. Par contre, derrière, tu prends des logs, par exemple des caméras de surveillance, donc des logs Indus ou n'importe, là tu vas galérer à faire ton parsing. Et en fait, la communauté que tu vas avoir, ça va être en gros, tu poses un message sur le forum et on va essayer de t'aider parce que c'est une communauté ouverte. Alors que sur du Elysium, sur du Sequoia, etc., tu as un support derrière avec des équipes dédiées à ça. Donc après, c'est juste le choix que toi tu fais. Enfin, je crache pas sur ELK, loin de là, hein. Je l'utilise aussi. Mais de l'ultra spécifique, tu vois vite les limitations en fait. Pour l'Indus, alors c'est Ouais, gratuit. c'est ça. Ok. Le cas, c'est gratuit. Maintenant, c'est payant. Tu as une version payante. Ouais. Tout à l'heure, tu as parlé d'un NDR et d'un EDR, mais tu as parlé de XDR, et Ouais, c'est un terme qui est que tout le monde utilise en ce moment et qui n'est pas forcément défini par tout le monde de la même façon. Du coup, toi, tu le définirais comment, le XDR? Quel est son rôle En gros, pour moi, c'est un espèce de mix entre, parce que tu as plusieurs gammes, tu as l'EDR, l'NDR, le MDR et le XDR. Et en fait, moi, enfin, c'est que mon avis propre, mais si tu as un bon EDR et un bon NDR, ça sert à rien d'avoir un XDR parce qu'en gros, tu, comme tu l'as dit, selon les sources sur lesquelles tu vas te baser en recherchant sur Internet, tu vas entendre tout et n'importe quoi. Et en fait, pour moi, c'est des effets marketing. En fait, c'est juste des boîtiers que tu branches où tu vas mettre de la source dedans. Donc, forcément, tu vas avoir, on va dire, le XDR, il va apporter peut-être une plus-value sur un périmètre. Mais par contre, le SIEM, en fait, il va faire le taf de tous les DR, entre guillemets, que ce soit EDR, NDR. Mais par contre, sur les petites structures, parce que nous, chez Sanquac, on n'est pas orienté grand compte, donc on est plus sur des petites structures. Je sais qu'on met en place des EDR et des NDR pour justement nous faciliter le travail au niveau du SOC. Parce que demain, tu as un ransomware, tu as un EDR qui est bien configuré, isoler ton poste, tu le fais en un clic sur l'EDR, alors que si tu n'as pas d'EDR, tu es en train d'appeler les équipes parce que tu dis ouais, au niveau du SIEM, on a vu que là, il y avait un poste qui était infecté. Et du coup, faut que ça redescende, enfin tu perds au taquet de temps. Alors que si tu as la main, et souvent chez on va dire les PME, tu as une relation de confiance, ils n'ont pas forcément d'informaticien, donc tu vas avoir aussi la console EDR à gérer. Et donc du coup, tu peux isoler des postes assez facilement. Pour les EDR, est-ce que tu en aurais à recommander, si possible, pour le domaine industriel? Je sais qu'il y a Trend Micro qui en fait un peu. Après, honnêtement, sur le domaine Indus, je n'ai jamais déployé d'EDR. J'aurais tendance à dire aller challenger Trend Micro parce que je sais qu'ils sont un peu chers au niveau facturation. Mais par contre, ils ont, on va dire, chez un client qui fait un petit peu d'Indus, mais pas beaucoup, ils ont ça comme, on va dire, comme EDR. Mais après, sur de l'industriel, j'ai jamais travaillé avec un EDR.
Qu'est-ce que tu penses de Tetris, qui est justement une solution française? Bah, c'est bien, mais après, tu trouves vite les limites, quoi. Après, ce n'est que mon avis, quoi. Encore une fois, je veux cracher sur personne parce que je suis pas là pour ça, mais tu peux trouver plus mature, quoi. D'accord. Tout à l'heure, vous avez évoqué le fait qu'il y avait des procédures de reverse sur certains malwares. Ouais. Est-ce que ça arrive souvent de trouver, par exemple, des mots de passe qui sont en mémoire et de pouvoir déchiffrer un système? Parce qu'aujourd'hui, les concepteurs de malware utilisent quand même des technologies et des process qui sont très, Tu vas avoir- avancés. Ils vont Ouais. supprimer des shadow copies. Mm. Je ne sais pas, est-ce que ça arrive aujourd'hui, peut-être un logiciel qui est mal conçu, est-ce qu'on peut récupérer l'accès à certaines données? Honnêtement, on va dire dans 80% des cas, tu vas pas réussir. Tu vas galérer. Après, c'est un projet qu'on a chez Sanquac de développer réellement une équipe de reversers qui fait ça à plein temps. Donc on essaye d'amener une plus-value là-dessus, mais à l'heure actuelle, toutes les boîtes, même les plus grosses boîtes, même s'ils te vendent ça, ils n'y arriveront pas parce que effectivement, les technos elles évoluent tellement vite et tout ça. Les 20% restants, ça va être, tu vas réussir à faire du reverse. Si par exemple, ton ransomware ou ta fonction, c'est une fonction d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, qu'il y a 10 mecs qui ont déjà publié dessus, et que en gros, tu vas juste faire comme les scripts qui disent, quoi. Tu vas récupérer la fonction et tu vas dire, ah bah voilà, là j'ai vu ça, ce commentaire-là, on va essayer de faire l'inverse, et des fois tu vas y arriver, des fois tu vas pas y arriver. Mais dans 80% des cas, tu n'y arriveras pas. Tu pourras avoir, enfin, nous, ce qu'on fait chez nos clients, c'est qu'on ne vend pas en gros un pourcentage de récupération. Si on arrive à récupérer quelque chose, même 5%, même 10%, tant mieux, c'est toujours ça de prix. Mais par contre, on dit pas, on n'arrive pas en mode oui, bah là, c'est sûr, on va récupérer tes données parce que c'est pas vrai, c'est impossible.